Yannick Simard, entrepreneur, gestion de projet Kelly depuis 2016, 51 ans, né à Ville-la-Salle. Tu as 7 employés présentement, spécialiste en rénovation résidentielle. Tu es maintenant associé avec un partenaire d'affaires qui se nomme Régent, qu'on découvrira tout le long de l'interview. Ma première question, c'est être associé en business, tu as appris quoi sur ta personne? Oh, une bonne question en partant. Qu'est-ce que ça m'a apporté, en fait, d'être associé à un autre entrepreneur? C'est que ça m'a fait connaître un petit peu ma valeur et ainsi que mes défauts. Puisque être entrepreneur, quand on est seul, c'est sûr qu'on a de la difficulté à se faire valoir ou on a de la difficulté à peut-être, comment est-ce que je pourrais dire ça, s'auto-évaluer. Puis en ayant un autre entrepreneur du même calibre que toi, en affaires, ben ça t'apporte à te surpasser ou à plutôt aller chercher des qualités ou des défauts que tu n'as pas pour essayer d'améliorer, en fait. Qu'est-ce que ça t'a montré sur ta personne? Moi, ce que ça m'a montré sur ma personne, c'est que j'étais peut-être une personne qui, au niveau des employés, au niveau de la clientèle, qui était peut-être pas assez sévère, j'avais peut-être le petit côté juste plus humain. Il manquait le whip, il manquait le fouet dans l'entreprise. Et puis, ce côté que Régent, lui, se trouvait à maîtriser parfaitement. Fait qu'on a une belle complicité, c'est assez complémentaire où ce qu'on va se rechercher tous les deux. Mes défauts étaient ses qualités et ses défauts étaient les miens. Étaient mes qualités à moi. Donc, je pense que le fait de devenir en affaires avec un partenaire, quand on trouve le bon, naturellement, je pense que c'est une plus-value là, pour une entreprise au Québec. Est-ce que tu es allé avec ton instinct pour choisir ou vice-versa avec Régent parce que tu le connaissais depuis longtemps ou c'est arrivé par hasard? En fait, je crois pas au hasard dans la vie. Tout arrive pour une raison. J'étais entrepreneur depuis plusieurs années. Je connaissais Régent depuis plusieurs années. Puis Régent aussi est entrepreneur de son côté depuis plusieurs années aussi. Je pense que c'est juste le fil du parcours qu'à un moment donné, Régent a eu besoin de mes qualités plus au niveau, qu'est-ce que je pourrais dire, soumissionnaire, évaluateur, estimateur, puisqu'il y avait beaucoup de projets, beaucoup de clients, mais il n'arrivait pas à remplir les soumissions en ligne. Il n'arrivait pas à combler ce vide-là qui manquait dans son entreprise. Puis moi, j'avais tout le temps pour le faire. Fait que on est arrivé conjointement comme ça, où la fusion s'est faite naturellement. Là. C'est comme un mariage. Ah oui, absolument. Fait que faut que tu laisses de côté, puis le lendemain matin, tout va bien. Oui, exactement. Tu discutes qu'est-ce que tu as à discuter. Quand on est des leaders en entrepreneur, comme tu étais avec Kelly depuis longtemps, depuis 2016, à un moment donné, qu'il faut que tu choisisses tes batailles. Exact. Et j'ai rencontré qu'une fois Régent. C'est un homme qui m'a l'air très, très sérieux, très à son affaire, très gentil, mais j'ai pas eu une grande conversation avec lui. Qu'est-ce qui t'a attiré chez Régent de dire, OK, je mets ma signature en bas du contrat qu'on va nommer, maintenant c'est un nouveau nom qui s'appelle en fait, c'est Gestion de projet Kelly qui est devenu GPK là, en diminutif. Qu'est-ce qui a fait que t'as-tu réfléchi? T'as fait ça sur un coup de tête? Alors, on a travaillé ensemble, je dirais, de 2018 à 2021 avant de s'associer. Okay. Donc, j'étais estimateur, puis j'allais chercher un pourcentage lorsque le travail était effectué. Puis j'étais chargé de projet aussi, en fait, sur ces jobs. Mais indépendant. Donc, je facturais à la compagnie JRB, qui était la compagnie de Régent, gestion de projet Calis, facturait. Donc, on a été comme partenaire d'affaires avant de devenir associé. Qu'est-ce que tu suggérais à nos auditeurs qui nous écoutent présentement et des studios 760 Médias? Qu'est-ce que tu suggérais si quelqu'un pense à s'associer? C'est pas tout le monde qui peut s'associer. Il y a beaucoup de flops. Tu peux tout perdre. Effectivement. Écoutez, j'ai été en affaires 20 ans avant même de penser à m'associer avec quelqu'un. Par contre, c'est vraiment de trouver la bonne personne. Comme je vous dis, là, nous autres, ça a donné de même plus qu'il y a eu pas une association, mais on a eu un partenariat ensemble avant de dire qu'on s'associait. Donc, on a fait un parcours comme
tu parles d'un mariage, mais là, c'est comme si c'était le pré-mariage. Là. Tu sais, c'est les étapes où on se teste. Okay. Et puis, après résultat, quand on voit que les affaires montent, puis que les choses vont bien, puis que ses forces deviennent complémentaires aux miennes, et vice-versa, c'est à ce moment-là qu'on a décidé d'aller s'associer ensemble. Je dis pas que c'est bon pour tout le monde. Je dis pas que l'expérience n'en vaut pas la peine non plus. Je pense que c'est une cause d'essai-erreur qu'on pourrait dire. C'est sûr que trouver la bonne personne du premier coup, ce qui m'est arrivé, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Le parcours était fait comme ça. Par contre, je dis pas que ça va arriver à tout le monde. Là. Fait qu'il y a beaucoup de chemin à faire. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, quand on a plus d'expérience, on acquérit de la sagesse, hein, parce qu'on ne va pas dire le mot vieux ici, parce qu'on n'est pas vieux. On est très jeune. Alors, quand on acquérit de l'expérience, de maturité, qu'on est rendu comme plus dans le magasin des villages des valeurs, on est plus, tu sais, le magasin des villages des valeurs, on devient plus intéressant. Exact. On prend de la valeur avec l'âge. On a peut-être plus peur de s'associer ou moins peur. Peut-être que plus jeune, tu étais plus... Les hommes sont beaucoup, excuse-moi, là, mais machos. Ils aiment ça montrer qu'ils sont capables. Puis tu es dans un domaine, lancez-moi pas des roches, mais de la construction, s'excuse, là, mais il y a 10 ans, c'était plus les gars, là. Ah, absolument. C'est encore un métier non conventionnel au niveau de la femme, là, c'est sûr, effectivement. C'est moi qui arriverais, qui conduirais une grue, ça serait assez spécial. C'est quand même bien vu. Là. On est en 2025. Oui, j'ai même deux femmes qui travaillent pour nous autres. Là, vous avez des femmes? J'ai une femme charpentière menuisière, oui, effectivement. Puis on a notre secrétaire qui, elle fait plus un métier conventionnel, pas notre secrétaire, je dirais plutôt notre comptable administratrice à la maison. Elle s'occupe beaucoup de nous autres, mais c'est ça. J'ai pas de problème avec... mais c'était un métier d'homme. C'était effectivement, il y a 20 ans, là, c'était très rare qu'on voyait une femme sur un chantier. Aujourd'hui, c'est plus fréquent. Là. Ton père était un entrepreneur designer intérieur. Oui. Qu'est-ce que tu as appris de ton père en tant qu'entrepreneur qui t'a passé, que tu t'aperçois maintenant à 51 ans que ça venait de mon père, mais sur le coup, tu ne t'en es pas aperçu, ça te gossait. Oui, effectivement. Excuse-moi de dire le mot gosser, mais ici, on a le droit de tout dire. Écoute, on parle des années 80, j'étais extrêmement jeune, même je te dirais fin 70, début 80, puis mon père avait une imprimante à la maison pour faire ses propres plans. On appelait ça des blueprints. Puis à ce moment-là, je me souviens, ça sentait l'ammoniaque dans ma maison, puisqu'il servait de l'ammoniaque pour faire ses impressions, j'imagine. Et puis, c'est plus sur le tard, ça faisait déjà une quinzaine d'années que j'étais en expérience en affaires, que j'avais de l'expérience en affaires, qui m'a rendu compte qu'à un moment donné, pourquoi que la construction est venue me chercher comme ça datait de mon jeune âge, où je ressentais l'ammoniaque dans la maison. J'ai même fait mes premiers plans à l'échelle, j'avais 8 ans. Là, tu sais. On dit un plan. Une façade de maison, là, je me mettrais pas au niveau de l'architecture pour dire j'ai fait un plan complet. Une façade de maison, à l'échelle 1/4. À 8 ans, qu'est-ce que ça veut dire à l'échelle 1/4? C'est quand même assez particulier. Il y a du monde qui aujourd'hui ne sont pas plus capables de le faire. Là. Comme moi, évaluer un moteur de bicycle. C'est ironique, là, mais... c'est ça. C'est quelque chose qui est venu me chercher en jeune âge et puis que j'ai probablement développé au fil du temps sans m'en rendre compte, effectivement. Puis ça t'a laissé un souvenir de lui que tu utilises encore. Absolument. Bon, mon père était extrêmement travaillant, il avait le souci du détail. Un très grand travailleur. Il a travaillé en rénovation aussi très longtemps. Écoutez, je pense que je ne suis pas de mon père sans faire affaire avec lui directement. Là. Je n'ai pas travaillé avec mon père, mais oui, effectivement. À l'âge de 9 ans, oui. Tu décides d'aller à ta première emploi. Pourquoi si jeune? Je pense que j'avais déjà le goût d'avoir mes propres affaires. Ma mère étant pas très nantie dans ce temps-là, avec un nouveau conjoint aussi. Puis ce conjoint-là voulait m'inculquer les bonnes valeurs aussi. Tu sais, dès le jeune âge, on commence à travailler puis on commence à faire sa propre argent. Écoutez, on parle d'un travail, c'était pas de l'exploitation. Là. Je passais des dépliants. Là, je restais à Chemin-des-Laval dans ces années-là. Fait que je passais d'un bloc à l'autre. Puis j'allais livrer des flyers, mais à 9 ans, c'était un petit peu particulier. Je me souviens pas de la rémunération que j'avais à ce moment-là. Ça devait être une affaire de 10 cents du sac. Qu'est-ce que tu t'es acheté avec ta première? Oh, probablement des bonbons. Pour vrai? Oh oui, sûrement. C'est quoi ton...
ton plus gros achat quand tu savais I made it? C'est pas maintenant, là, je te parle pas de. Tu sais, dans le temps, là, quand on commençait une business, on disait, hey, on a peur, premièrement. La peur nous envahit parce qu'on est tout seul. Tu sais, en 2016, puis même avant, là, qu'est-ce que tu as acheté que tu voulais tellement? En fait, c'est pas. Ça a été plus au fil du temps, mais ça n'a pas été un achat impulsif ou un achat que j'ai tellement convoité. Moi, quand j'ai commencé sur la rénovation, mon but était de devenir entrepreneur, naturellement, mais je n'avais pas une scène. Mm-hmm. Donc, j'ai commencé tout simplement avec un 500$ en poche sur mon premier contrat pour m'acheter ma première outil. Puis, deuxième contrat, j'ai mis un autre 250 de côté pour me racheter un deuxième outil. Pourquoi tu as décidé de devenir entrepreneur? Puis tu voulais pas travailler? J'ai tout le temps eu ça dans le sang. Là. J'avais 20 ans quand j'ai commencé ma première entreprise, j'avais 20 ans, là, en entretien ménager. Ménager commercial? Oui, absolument. J'étais à Québec, à Sainte-Foy, en fait. Puis toi, tu faisais le ménage? Des entreprises. J'avais quelques clients, là, comme un GA, un gym. Le soir, là. Oh, oui, absolument. Fait que toi, t'as 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin. Tu as toujours été un leader. Leader, oui, mais moi, je pense te dirais entrepreneur. Oui, c'est ça. Parce que tu leads, t'aimes ça, les gangs. Effectivement. T'aimes les regroupements d'amis. Oui, absolument. Pourquoi? J'aime être entouré, mais entouré de bon monde, naturellement. Ouais. Mais en tant que ton travail, tu me dis au début, en entrée d'émission, que ton mauvais peut-être côté, qui est une qualité aussi, tu protèges. Fait que tu n'étais pas assez avec le fouet. C'est ça que tu as dit? Oui, effectivement. Non, c'est ça, c'est mon petit côté humain, effectivement. Mais écoute, on est rendu en 2025, on n'est plus dans les années 80, où dans les années 80, le boss, c'était un boss. Ça se promenait avec le fouet, puis ça fouettait, puis c'était dans la salle. Ceux qui n'étaient pas contents, vous en allez. Aujourd'hui, c'est plus d'user de psychologie avec les employés. C'est plus de voir le côté humain dans la chose. On veut garder nos employés à long terme, naturellement. Former un employé, c'est pas juste une question monétaire, ou c'est pas juste... C'est plus une question qu'on l'a amené exactement où ce qu'on voulait qu'il aille. Mm-hmm. Ça a pris des années à le former. Il a réussi à avoir sa carte de compagnon à un moment donné. Puis là, c'est à lui de redonner au suivant en donnant sa formation. Fait que là, on crée comme un genre de... C'est une passion, c'est un métier. Fait que le côté humain face à ça, mais moi, c'est plus là que je suis. Okay? Fait que de là à dire je vais crier après un gars parce que je veux que ça aille plus vite, ça arrivera jamais. Je suis pas capable. C'est pas dans mes mœurs. Mais de toute façon, je pense que c'est rendu illégal maintenant. Ouais, tu n'as même pas le droit. Non, mais il y a tellement d'unions. On n'est plus là. On n'est plus là. On n'est plus là. Effectivement. Mais ça, même en 2000, au début 2000, en affaires, j'étais comme ça. Puis dans ce temps-là, ça criait. Là. J'ai été formé de cette façon-là. Mais tout ça pour dire que oui, j'ai ce petit côté passif-là qui, à un moment donné, devient comme... c'est peut-être trop passif, en fait. Est-ce que tu crois, moi je crois ça, qu'en tant qu'entrepreneur, on se doit d'avoir une équipe qui nous élève pour que nous, on puissions nous élever. C'est pas vrai qu'un boss, c'est le boss. C'est juste nous qui signons le chèque. Sans notre équipe, on n'est pas grand-chose, là. Fait qu'on n'a pas... Je pense que la balance doit être équivalente. Exact. On doit se respecter parce que dire « Ah, le boss arrive, fais attention, ôte ton verre de là, tu n'as pas le droit de ça. » Non, parce que sans eux, tu n'es personne. Absolument. Ça, je me tiens à le dire. Puis écoute, l'équipe que j'essaie de monter, puis c'est pas bien compliqué, je les mettrais toutes assis ici, puis je voudrais que tu les regardes, puis que tu dises c'est qui le boss? Que tu ne vois pas la différence, qu'on est tous des boss. Tu comprends? On est tous égales, premièrement, à part égales. Moi, j'utilise mes forces pour être le leader de la place. Mes employés ont chacun de leurs forces aussi, parce que je les utilise à ce niveau-là. Mais eux autres, s'ils n'étaient pas là, j'aurais pas d'emploi. C'est eux autres qui construisent pour nous autres, pour l'entreprise. Puis moi, je suis là qui amène le travail au moulin. Puis je veux dire, faut quand même avoir toutes nos tâches pour créer une entreprise. Je veux dire, si tu n'as pas d'ouvrage, si tu n'amènes pas d'ouvrage sur la table, ben, les employés n'ont pas d'ouvrage. Si j'amène l'ouvrage sur la table, les employés ne sont pas là, ben, je n'ai pas créé l'ouvrage. Absolument. Donc, c'est un tout, effectivement. Moi, je trouve que c'est une belle façon d'être entrepreneur puis de bien penser. C'est de partir comme ça, oui. Il faut que tu penses comme ça, mais au début, on est seul.
Oui. Est-ce que tu crois qu'au début, quand on est entrepreneur, on est seul dans notre monde, puis on se sent vraiment seul? Retourne en arrière, là, puis pense-y. On est vraiment seul dans notre rêve, puis dans notre vision. C'est très difficile en tant qu'entrepreneur parce qu'on n'a pas de... C'est pas comme un groupe qui se connaît puis qui travaille de 9 à 5 ou qui punch. Tu sais, la pression est énorme. Est-ce que tu ressens la pression encore aujourd'hui parfois? Dans ces années-là, je pourrais pas dire, mais hier, j'ai senti de pression par rapport au fait d'être seul. J'avais une vision. La vision, c'est de monter une entreprise éventuellement. Mais c'est de créer des opportunités d'emploi. De créer des jobs, d'essayer de voir le maximum de monde pour créer un petit réseau pour être capable d'avoir du travail. Puis j'étais tout seul, là. Je cognais mes clous tout seul, puis c'était correct comme ça. J'avais pas la seule pression que j'avais à ce moment-là, c'est de rentrer de l'argent à la maison pour être sûr et certain de subvenir à la famille. Au fil du temps, ben, la clientèle s'est faite, le bouche-à-oreille s'est faite, puis là, j'ai eu besoin d'un employé. J'ai eu besoin d'un deuxième employé, un troisième, mais ainsi de suite. Puis ce qui a fait qu'à un moment donné, ça est devenu une entreprise. Mais ça n'a pas changé. J'ai tout le temps le même stress de vouloir apporter, d'aller chercher le travail, d'amener ça pour que tout le monde ait du beurre à mettre sur le pain rendu à la maison. Si tu avais à mettre, moi je vais une expression, là, le genou par terre, tu sais, quand tu mets un genou à terre, qu'est-ce que tu as besoin parce qu'il faut le mettre, il faut le dire à tout le monde qui nous écoute présentement que parfois, en tant qu'entrepreneur, il faut faire des sacrifices, soit que ce soit avec notre vie familiale, avec notre famille, avec un nouveau camion, un nouveau jouet, une nouvelle moto, un nouveau bateau, une tondeuse à gazon, je ne sais pas. Là. Il faut que tu mettes un genou à terre. Puis ça fait que l'ego, en tant qu'entrepreneur, tu dis, je ne vais pas retourner le genou à terre, il faut que je réussisse. Exact. Est-ce que tu crois que parfois, il faut mettre le genou par terre pour continuer notre cheminement pour être encore plus fort? Je te dirais oui et non. Ça, c'est une double question. Oui, c'était une double question, puis tu vas avoir une double réponse. OK, vas-y. En fait, mettre le genou à terre, c'est de se donner un plan B. J'essaie de ne pas avoir de plan B. J'ai un plan A. Puis le fait d'avoir seulement qu'un plan A, je m'arrange pour que ça marche. C'est tout simplement comme ça que ça marche. Le plan B va venir, écoute, c'est rare que ça arrive, mais le plan B va ressortir en dernier lieu, mais c'est même pas une option, OK? Ce qu'on a comme vision, d'habitude, c'est calculer, puis il faut que ça marche. Fait que le fait de ne pas avoir d'autres options de ça, ben, tu te bats avec l'énergie du désespoir, tout simplement, pour y arriver. Si tu sais que tu as une porte de sortie, tu as un plan B, ben, tu ne te battras plus avec l'énergie du désespoir pour te rendre là. Tu sais que tu as une porte de sortie. Tu comprends? J'exclus pas la porte de sortie parce que, naturellement, on est humain et on en fait des erreurs. Donc, c'est là que vient, à un moment donné, la résilience, puis on vient rechercher sur nous autres mêmes, on descend notre ego, puis s'il faut que je mette le genou à terre, je vais le mettre. S'il faut que je remette les bottes, puis retourner sur le chantier pour aller travailler, ben je vais le faire. Tu vas être flexible, par exemple. On n'a pas un plan B, mais on est flexible. On veut pas le plan B, mais s'il faut que j'y retourne, je vais y retourner. Ouais. Même si ça m'en déplaît, naturellement. On fait ça pour l'entreprise. Oui. Fait que tu peux... Moi, je dis qu'il ne faut pas un plan B. Non, ça n'en prend pas. J'ai pas de plan B. S'il faut que je décide au moment que ça arrive, puis ça frappe. Exact. Puis je ne suis pas quelqu'un qui est calculé, mais j'ai la vision. Ouais. Est-ce que tu as une grosse vision? Tu vois-tu grand? J'avais une énorme vision. Je voyais très, très grand. Aujourd'hui, je suis plus reconnaissant dans fait ce que j'ai. Puis j'accepte ce que j'ai. Puis je suis très heureux avec ce que j'ai. De là à voir grand, non, mais il faut tout le temps quand même rendre l'entreprise tout le temps viable. Il faut tout le temps essayer de pousser ses limites. Mais de là à avoir une vision où ce que je dis, OK, on va commencer à construire sur Mars, ça n'arrivera pas. Là. Je veux dire, voir grand, pour moi, c'est ça. Là. Dans le temps, on disait sky's the limit, que ça ne l'est plus aujourd'hui. Je ne suis plus là. Tout ce que je veux, c'est que mon entreprise marche, que mes affaires marchent, que mes affaires roulent. Si ça peut prendre de l'expansion, ça en prendra. Si ça n'en prend pas, je suis très confortable où je suis là. Fait que toi, dans la vie, si tu as une vision et tu as un plan A, tu vas aller jusqu'au bout. Tu l'as prouvé dans ta vie personnelle avec ton amoureuse, qui est ta femme aujourd'hui. Puis moi, j'aime ça, entendre votre histoire d'amour. Oh mon Dieu. Parce que là, c'est sûr que chaque entrepreneur, il a soif, ça va bien, on est content.
Yeah, j'ai réussi! Parce que c'est sa zone de confort, il faut que je vous dise, il n'est pas bien. Mais ça fait partie du derrière de l'entrepreneur. OK. Qui tu es. Fait que moi, je veux comprendre la belle qui a les cheveux blonds, qui est toute petite, qui te voit dans sa soupe. Le couple qu'on voit, on pense qu'il ne chicane jamais, mais c'est pas vrai. Là. C'est un couple normal. Ah non, c'est vrai, je ne chicane jamais. Jamais? Jamais. Il est allé la chercher au bout du monde, elle est partie, puis il est retourné la chercher. Raconte-nous, parce que moi, je suis la fille qui aime les histoires. Oh, mon Dieu, ça ressemble à ton histoire, hein, je pense. Je sais pas. Tu vas me raconter. C'est pour ça que je t'ai dit en pré-interview au téléphone. Un petit peu hors contexte avec GPK Construction. Pas du tout, parce que c'est ta partenaire, c'est le nom de elle aussi. Oui, Kelly. effectivement. Gestion de projet Kelly, ça vient de là. K-E-L pour Kelly, Y-S pour Yannick Simard. OK, fait qu'elle fait partie de l'interview. Okay, let's go. Donc, Kelly, c'est une fille que j'ai connue, elle avait l'âge de 15 ans. On a commencé à sortir ensemble. J'en avais 16. On a passé 9 ans de notre vie ensemble. On s'est mariés à ce moment-là à Québec. Par la suite, étant jeune un petit peu, Kelly plus réservée, on s'est séparés. Kelly est partie aux États-Unis avec un autre homme, où elle a eu 2 enfants là-bas. Passé 17 ans de sa vie aux États-Unis. Puis, à un moment donné, le fil de la vie fait que moi, j'avais fait le bout de mon côté. Puis, à un moment donné, on s'est recommuniqué par l'entremise d'un bon ami à Québec qui était resté en contact avec nous deux. Et puis, on a décidé de faire un bout de chemin ensemble. Par contre, Kelly était aux États-Unis avec 2 enfants. Mais là, les 2 enfants sont au secondaire. Donc, on a décidé de faire un bout de chemin à distance. Fait qu'on a passé 5 ans de notre vie à distance, étant remarié là-bas en plus. On s'est remarié là-bas après la première année. Pourquoi tu l'as remarié? Parce que je savais c'était la femme de ma vie. Mais pourquoi c'était si important une deuxième fois? Ah, écoute, je le ferai 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, je m'en fous. T'es vraiment... quand tu sais que c'est la bonne, c'est la bonne. Oui, je sais. Puis là, faut... à défaut d'espoir de la ramener ici au Québec, j'ai même essayé de demander un visa pour aller travailler aux États-Unis. Okay. Tu sais, je veux dire... T'étais prête à tout laisser. Ben oui. Sauf qu'aux États-Unis, c'est pas les mêmes revenus que tu as comme entrepreneur ici au Québec, naturellement. Puis là, j'avais 2 enfants que je voyais très, très mal payer l'avion à tous les mois pour aller les chercher, pour les voir. Fait que ça n'a pas fonctionné. On a décidé que les enfants Kelly finiraient le secondaire, puis à partir de là, on prendrait une décision à savoir ce qu'on fait. Puis en 2020, Kelly a décidé qu'elle montait ici. Puis là, heureux de tout ça, son gars reste ici avec nous autres à Saint-Constant. Et sa fille s'est rapprochée. Elle vient de déménager à Burlington en fin de semaine. Ils ont quel âge maintenant? C'est, en fait, tous nos enfants, là, 20, 21, 22 et 23 ans. Toi aussi, t'en as? Ah, j'en ai 2. J'ai un gars, une fille. Elle avait un gars, une fille aussi. Fait que vous avez eu vos enfants comme presque en même temps, là. Oui, c'est particulier parce qu'on est complètement incompatibles, moi et Kelly, ensemble. Oh. Mais on a été capables, je sais pas. On n'est pas capable d'avoir d'enfants ensemble. Ah, compatible de ce côté-là. Là, j'ai dit 2 mariages. On a été chercher nos enfants ailleurs, puis on s'est revenus ensemble. On emprunte. C'est emprunté. Vous avez juste emprunté. Fait que là, Kelly vit sous mon toit, sous sa propre maison aussi. Là, je veux dire, elle est tellement importante que tu as nommé la compagnie comme ça. Ah oui, absolument. Fait qu'elle fait partie de l'interview. Ah oui, merci. Mais Kelly, moi, je l'ai rencontrée. Écoute, elle est émotionnelle puis émotive, une petite perle, là. Oui, absolument. Fait que le couple, pour vrai, là, parce que j'ai été témoin de quelque chose, quelqu'un qui avait eu un accident d'auto qui était venu à la journée où est-ce qu'on était, puis ça l'a touché. Elle était en train de me parler, puis elle est venue les yeux pleins d'eau, puis j'étais comme, voyons, j'ai-tu posé une question de trop, là, c'est quoi? Puis là, elle m'a expliqué très rapidement ce qui était arrivé. Puis là, j'ai dit, allez-y, il n'y a pas de problème. Mais c'est une personne qui est très humaine. À la base, oui. Très. Sa plus grande qualité, c'est quoi? Oh, elle est tellement parfaite. J'aurais tellement de choses à dire. Une, s'il vous plaît. Écoute, Kelly est d'une résilience totale. Kelly est un amour total. Elle est à l'écoute de tout le monde. Je veux dire, c'est une perle, c'est une bonne mère, c'est une bonne femme, c'est mon âme sœur. Écoute, c'est-tu ton backbone aussi quand tu as besoin? Absolument, absolument. Kelly est là pour tout ce que je vais dire. Il y a des matins, je vais me lever avec certaines craintes, puis tu sais, pourtant que la petite fille qui est fragile, puis c'est elle qui va me rassurer. Ouais. Elle est vraiment partout où ce que j'ai besoin d'elle. C'est vraiment... C'est ton backbone. Ah oui, absolument. Merci de m'avoir parlé de Kelly. Moi, j'aime ça. Ça fait partie de ton entreprise. Ah, ben oui, Kelly travaille pour nous autres. Tu comprends? Ouais. C'est pour ça qu'il faut parler de Kelly. Moi, j'en parle. J'ai le droit, c'est mon show. Alors, ton plus gros défaut, Mobo Yannick, et ta force en tant qu'entrepreneur. Ton défaut, tu nous as dit que tu étais trop bon.
t'étais pas assez. Mais ta plus grande force en tant qu'entrepreneur est laquelle? Je pense que ma force, ça serait plutôt... en fait, c'est parce que je connais très, très, très bien mon métier. Quand je te dis de A à Z au niveau résidentiel, je pense que je vais plus bien de secret au niveau résidentiel. Je sais m'adapter à toutes les nouvelles technologies qui s'en viennent. Donc, mon plus grand avantage que j'ai au niveau de l'entreprise, je pourrais te dire que c'est la connaissance du métier. Ça, c'est une de mes forces au niveau de l'entreprise. Si tu me parles à titre personnel, par contre, c'est différent. Là. Oui, les deux. Ah, tu demandes les Ici, deux. ben oui, c'est behind the social Ah, layout. ben oui, Derrière effectivement. l'étiquette Exactement. sociale. Oui, Donc là, effectivement. tu n'avais pas lu les instructions. Là. Non, mais c'était écrit dans le Z.2a. Là. Oui, effectivement. Au niveau de ma force, moi, je pense que c'est être un rassembleur. Je pense que c'est une de mes plus grandes forces, c'est d'être rassembleur. OK. Moi, je vais te relancer sur ce que tu viens de me répondre. Ouais. Être un si grand rassembleur, mais aujourd'hui, d'être ici, te sort de ta zone de confort. Absolument. Pourquoi? Parce Écoute, on est juste deux, là. OK. Ben, étant nous deux, je suis à l'aise avec toi, Mia, ça va, on s'était déjà parlé avant. C'est que j'ai un énorme problème. Comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est que je ne fitte pas avec tout le monde au départ. J'ai pas besoin de tout le monde dans ma vie au départ. J'ai un cercle très fermé de monde. Puis quand ça rentre dans ma bulle, je vais protéger ce monde-là pour à vitam aeternam. Tu comprends? Mais avant de percer ma bulle pour venir dans mon monde à moi, ça peut être dur. Donc, ça a été facile, je voulais juste te dire. Oui, je sais, parce que j'avais Kelly qui poussait à l'arrière. J'ai une petite couleuvre, ça a fait le téléphone t'est sorti, puis on avait une réservation, puis là, tu me regardais en effectivement, j'ai une peur bleue des médias sociaux, j'ai une peur bleue de Facebook, puis demande-moi pas pourquoi, j'en ai aucune idée. La radio. YouTube, la radio, les réseaux sociaux. Non, je suis peut-être, tu sais, je suis né entre les... J'ai 51 ans, tu l'as dit tantôt, puis j'ai comme pas évolué avec cette génération-là de réseaux sociaux. Mes enfants, ils sont là-dedans, puis ça, c'est correct. Écoute, je veux dire, le monde évolue. C'est juste que moi, je suis resté comme plus... je sais comment que ça fonctionne. Oui. Mais de là à dire que je m'expose pour essayer de vendre mon affaire, je sais qu'en entreprise, il faut faire ça. On s'entend qu'il faut se vendre, il faut vendre notre produit. Mais moi, j'ai tout le temps été du bouche-oreille. Fait que, tu sais, c'est pas... T'apprendras pas de ma bouche que mes bottines marchent avec mes babines. Tu comprends? C'est que tu vas le voir de tes yeux, puis une fois que tu vas l'avoir dit à quelqu'un d'autre, ben, ça va valoir 100 fois plus que ce que moi je vais te dire. Je comprends. Donc, oui, mes babines marchent avec mes bottines, puis là, je le dis à la radio, mais ça vaut rien. Fait que, regarde-moi travailler, regarde ce qu'on est capable de faire, puis dis-le à quelqu'un d'autre à côté, je vais être 100 fois plus reconnaissant. Quand il y a une défaite, je te dis n'importe quoi. Okay? Puis quand toi, là, je vais utiliser des termes, tu vas me regarder en voulant dire ça se peut pas, ça marche pas. Mais moi, je m'imagine beaucoup de choses. 2x4, il casse, il fait une tempête, tout tombe, le projet est à l'eau, il faut recommencer demain matin, mais tu as promis la livraison. Comment tu te sens, puis comment tu encourages ton équipe? On recommence, let's go, il n'y a pas de problème. Où est-ce que tu vas chercher le grounding pour garder ton équipe ensemble? Parce que c'est là que le leader, il sort. Ben écoute, l'équipe que j'ai est tellement formidable présentement qu'eux autres même vont essayer de trouver des solutions avant même que j'intervienne. OK. Par contre, c'est sûr et certain qu'il arrive quelque chose... En fait, c'est jamais arrivé, là, des situations comme ça, mais... C'est extrême. Non, j'étais à l'extrême, puis tu sais, c'est... Comment je pourrais dire ça? Qu'un mur tombe sur un type d'ouvrage qu'on fait à l'année, puis ça fait 25 ans qu'on fait. Non, mais je t'ai dit parce qu'il y a une tornade. Oui, mettons une tornade passe, puis là, naturellement, tu sais, il faut se retrousser les manches, tout simplement, trouver une solution à la problématique, puis ça, on est spécialiste là-dedans, là, je veux dire, quand tu arrives en rénovation, c'est parce qu'il y a des problèmes au départ, qu'on est là pour corriger. Fait qu'on est des spécialistes de correction de problèmes. Donc, une situation arrive, je pense que tout le monde est adapté à ça. On va trouver une solution rapide, puis on va entreprendre... la main à roue, ça, c'est sûr et certain. On est les deux dans la cinquantaine. Oui. Les jeunes entrepreneurs qui savent tout, qui connaissent tout, on les connaît. J'étais là aussi. Oui. Tu trouves pas que maintenant, dans notre génération, en tant qu'entrepreneur, si ça ne marche pas demain, ils se retournent sur un dixaine, comme on dit, puis ils commencent à vendre du chocolat. Ils vont faire une manufacture de chocolat, puis demain, ça va être une manufacture de ciment. Tu trouves pas qu'ils ne restent pas dans leur zone, que c'est très facile, disposable, de recommencer à zéro en 2025? Les besoins, je pense, de la génération d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes que les besoins qu'on avait, nous autres, plus jeunes, étant plus jeunes. Tu sais, nous autres,
Je veux dire, on voulait la maison, on voulait nos affaires. Puis, tu sais, je veux dire, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne suis pas psychologue, là, puis je vis pas ça, mais je vois de mes enfants qu'à un moment donné, tu sais, ça a essayé à gauche, à droite. Ouais. Puis on se retourne. Puis là, présentement, tous mes enfants sont tous placés, puis ils font tout un métier, puis que, tu sais, je pense... C'est la génération. C'est la génération... Peut-être pas la génération, comment est-ce que je pourrais dire ça? C'est le manque d'expérience initiale. Fait que je parlerais plus d'adolescent que d'adolescent ou début adulte, ou ce que ça cherche. Mais une fois que ça s'est trouvé, puis une fois que ça a des responsabilités, admettons que l'enfant part de la maison, puis là, elle se rend compte qu'elle a un loyer à payer, elle a de la bouffe à mettre sur la table, il faut qu'on s'occupe du chat ou du chien, ou peu importe. La Mercedes, la porte de... La Mercedes, la Porsche, ou peu importe la petite Honda. Non, absolument. Mais là, c'est là que je pense que le métier rentre en ligne de compte, puis que là que je reste, puis que je vais persévérer, puis c'est là que j'ai besoin. On se crée nous autres mêmes un besoin avec les achats, puis d'autres vont se soucier de peu, auront besoin de peu, puis qu'eux autres peuvent se revirer sur un 10 cents parce qu'ils n'ont pas besoin de rien. C'est vrai. Puis, je vois beaucoup parce que je fais souvent des interviews avec des plus jeunes, puis je suis comme... Dans ma tête, je me dis, my God, t'es courageux. Ben, si ça ne fonctionne pas, on va faire autre chose. Ben, voyons. Tu as 5 bacs, tu es allé à l'université, puis tu n'es pas encore dans ton métier avec ton certificat. Exact. Tandis que moi, ou peut-être toi aussi, peut-être je me trompe, mais tu vas rester dans la même... Ce qu'on connaît, parce qu'on a 25 ans de background en arrière. Je veux dire, tu peux pas te revirer sur un 10 cents et dire, demain, je vais me mettre à vendre des T-shirts. Je connais rien là-dedans. Tu sais, je veux dire, il faudrait que je réapprendre du début. Ça fait peur. Pour créer cette expérience-là que j'ai présentement parce que je suis confortable avec l'expérience de 25 ans que j'ai. Là. Puis on s'entend que présentement, là, mettons, la compagnie explose, il n'y a plus rien qui marche. Moi, je me revire d'abord, je travaille encore dans ce métier-là, parce que c'est tout ce que je connais. Tu sais, je veux dire, je repars d'autre chose, tout simplement. C'est sûr, certain. Je trouve qu'on a plus peur rendu dans la cinquantaine. Peut-être je me trompe. On a beaucoup plus à perdre. Plus à perdre, puis on devient émotionnellement beaucoup plus intelligent. Effectivement. On va moins avoir besoin d'une Porsche. C'est correct si on a une Kona ou... Il n'y a personne qui te regarde. Là. Ça part du point A, ça s'en va au point B. Exact. Ça fait le job. Mais pour vrai, là, quand tu vas manger à quelque part tu rentres en un endroit qui est prestigieux, est-ce qu'ils vont dehors pour voir c'est quoi que tu as stationné? Absolument pas. Ils s'en foutent. Absolument pas. Je suis personnellement un gars comme ça. Je me fous pas mal là, de savoir ce que personne chauffe ou on s'en fout. On s'en fout totalement. Le statut social, pour moi, ça m'affecte. Mais c'est plus comme ça maintenant. Maintenant, ils se mettent des paiements. Moi, personnellement, je ne voudrais pas vivre ce que les jeunes se font subir présentement. Mais je pense que c'est généralisé. Ils ne sont pas tous comme ça. Mais toi, tu as la clé magique. Ah, ouais, j'ai la clé magique. Je te jure, tous ceux que j'en ai vraiment interviewé du monde depuis 18 mois, là, ceux qui sont jeunes, ils me font physiquement et mentalement peur. Je me dis, ça se peut pas. Ils sont vraiment dans des situations, ils ont la Mercedes, 2 enfants, 3 portes de garage, le mari est ingénieur, puis il faut que tu amènes l'école privée, le soccer le mardi, le cours de chant. Je suis comme... Ben oui, c'était étouffant. Comment tu fais pour arriver avec ton temps de qualité? Ben oui, c'est ça. Il n'y en a plus. Là. Je veux dire, tu travailles combien d'heures par semaine? Il travaille tout le temps. Puis c'est du jeune monde, là, tu me parles. Oui. Ça n'a pas des jobs de 200-300 000 par année. Là. Je veux dire, non, mais proche. Puis ça fait pas, ils vont en trouver. Mais il faut que tu travailles là, pour avoir 200 000 puis 300 000 par année. Parce que ça coûte cher aujourd'hui. Là. Absolument. 1 million aujourd'hui, je suis désolée, Yannick, tu vas nulle part. Mais écoute, je pense que c'est à chacune des personnes d'évaluer c'est quoi ses besoins dans la vie. Je veux dire, si c'est ça qu'ils aiment, rouler à 300 km/h, let's go. Je t'ai épuisé. Comment tu as élevé tes enfants? Avec la structure? Absolument. Qui était structuré entre les deux, entre Kelly et toi? La maman. Non, moi, ça a tout le temps été plus vivre et laisser vivre. Mais, par contre, tout le temps dans le respect. S'il y avait une affaire que je n'étais pas capable d'accepter à la maison, c'est le manque de respect. Fait que ça, j'ai tenu là-dessus bec et ongle. Et puis aujourd'hui, ben, mes enfants, écoute, ça vit dans le respect. Puis ça a appris par leur propre erreur à fesser leur propre mur. Donc, ça l'a appris relativement plus vite que la moyenne parce que juste à dire, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça.
Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, exactement. Fait que j'ai laissé vivre et tout le temps en protégeant mes enfants. Absolument, Ils ont tout le temps eu du beurre. Ils ne passeront pas à 40 tapis. Non, c'est ça, exactement. Mais c'était plus les laisser vivre leurs expériences pour qu'ils frappent leur propre mur. C'est de même que j'ai grandi, puis c'est de même que je me suis forgé un caractère. Donc, je pense que c'est un très gros caractère. Oui. Énorme. Oui. Mais on ne peut pas l'imaginer quand on te voit, parce que tu es doux. Le fâché, Yannick, il fait quoi? Il essaie de rester chez eux. Il va où? Il fait quoi pour décanter? Là, on te met à bout, là. Tu sais, t'es à vif. Pire que venir ici me donner une interview, là. J'ai deux choses. Vraiment. Vraiment à bout, là, je me suis dans mon man cave, je prends un bourbon, un cigare, puis je médite. Ou je pars en moto, puis je sais pas où je vais, je sais pas quand je reviens, mais jusqu'à temps que la médication de la Harley-Davidson fasse sa job. On a ça en commun, les amis. J'attendais qu'ils le disent. On a les deux Harley. Moi, c'est un 3 roues, lui, c'est un 2 roues. Tout le monde le sait. Ça, c'est quand tu t'évades. Oui. Puis, est-ce que tu deviens silencieux? Ah, tout à fait, tout à fait. Là, je reste dans ma tête. Puis, mais y a-tu un whack avant ou ça devient juste silencieux? Assurément, il y a tout le temps un petit Chris Picard. Excusez-moi. C'est pas grave. Ouais, tu peux. Oui, il y a tout le temps un sac qui part avant. J'ai la mèche courte. Ça, faut le dire. J'ai la mèche courte. Quand ça fait pas mon affaire, je suis explosif, mais tu sais, je veux dire, ça dure pas. C'est une 15, 30 secondes, 20 secondes. C'est moi, là, j'explose. Puis là, je vais faire d'autres choses. Tu me dis en pré-interview que tu faisais de la méditation, chose qu'on a en commun. Oui. Aussi. Tu vois, on a plein de choses en commun. Tout à fait. Mais pour moi, c'est nouveau, ça, par contre. Oui? Oui, ça fait 3 ans. Oui. Qu'est-ce qui est arrivé, l'élément déclencheur, pour dire, moi, je vais commencer à méditer? Je me suis rendu compte que j'étais beaucoup dans ma tête, justement. Tu nous as parlé un petit peu tantôt en étant qu'entrepreneur, tu es comme un peu seul aussi dans ton monde. Puis c'est là que j'ai commencé à tout simplement essayer d'explorer mon moi-même, en fait. Essayer de me comprendre moi-même, essayer de me rechercher en dedans de moi-même, essayer de savoir qui je suis exactement. Mais qu'est-ce qui était l'élément déclencheur? Je pense que c'est la maturité, tout simplement. J'ai été jeune très longtemps. J'ai été ado jusqu'à quasiment 40 ans. Mais les hommes, vous êtes ados longtemps, là? Je vais juste vous dire en passant. Et puis non, moi, je pense que c'était à la recherche de moi-même, savoir pourquoi j'existais, puis c'était quoi mon but dans la vie. Parce que quelqu'un qui ne te connaît pas, qu'on te voit sur... Ah non, c'est sûr qu'on ne penserait pas que je médite. Ça, c'est... Non! Tout à fait. Tu donnes toujours le meilleur dans toi-même, dans tous tes nouveaux. Quand tu te donnes à 100% comme tu te donnes, c'est parce que d'habitude, puis là, je sais que tu vas me dire, ben non, c'est pas ça, mais moi, je sais que c'est ça, parce qu'on a la même... Je suis un entrepreneur. Souvent, c'est pour ne pas laisser rentrer, comme tu as dit, pas trop proche dans notre bulle. Ça se peut. On a peur de ne pas avoir aidé quelqu'un assez. Fait qu'ils n'ont pas le temps de venir à nous parce qu'on donne toujours. C'est la peur qu'on a. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je n'ai pas exploré cette vue-là, mais je vais méditer là-dessus. OK, tu me reviendras. On va le faire, arrête de moto. Excellent. Est-ce que tu penses que le succès a changé ta vie? Non, absolument pas, parce que on est toujours à la recherche de succès, puis c'est quoi qui définit le succès? Ça, c'est-tu le fait d'avoir accompli quelque chose qui est un succès ou c'est le fait d'amener... Écoute, je sais pas c'est quoi le succès, Mia. Je connais qu'une seule chose, c'est qu'il faut que ça fonctionne. OK? Si c'est ça la définition du succès, c'est que ça a fonctionné, je suis plein de succès dans ma vie. Il y a bien des affaires qui ont fonctionné. À savoir si ça a changé ma personnalité, non, absolument pas. Je suis resté groundé, je suis resté le même gars. Je veux dire, j'ai juste plus de bagages, plus d'expérience que je n'avais quand j'étais jeune. Mais je suis encore le même petit cul. Est-ce que tu penses que c'est un choix, le succès? Ah, absolument. Il faut... S'amener dans une position où il faut que tout le temps tu réussisses. Vulnérable. C'est un choix de vie, c'est sûr et certain. Là. Je veux dire, ça serait facile pour moi d'avoir un laxisme énorme, puis d'être assis, puis de regarder les choses se dérouler, puis ça n'a pas marché. Je veux dire, non, il faut se donner à 100% là, pour être capable d'amener quelque chose à bien. Ça, moi, je trouve qu'être vulnérable en tout temps, même si on n'aime pas ça,
c'est donner à l'autre la force de montrer que tu es capable et que l'autre est capable de réussir. Exact. Parce qu'on n'a pas de frontières. Non. Nous autres, on l'a inconnu, on a dit, on saute, pas de parachute, on verra si quelqu'un nous attrape. Exact. Comme moi présentement, là, je suis en chute libre. Là. Oui. Non, tu fais bien ça paraît même pas. Ta plus grande peur en tant qu'homme d'affaires est laquelle? Passer à la radio. Passer à mon podcast. Non, mais là, tu l'as fait. Tu vas, tu vas voir, tout le monde va t'appeler pour demander d'en faire plus. Tu vas voir, ça l'ouvre la porte. Ben, appelez-moi, je veux en faire plus. Ah, bon, tu vois, il faut juste le faire une fois. Ta plus grande peur en business, là, pour vrai, c'est quoi? L'échec. Mais l'échec de quoi? Ben, l'échec, que les affaires ne fonctionnent pas. Écoute, Mia, je pense que c'est simple à expliquer. Là. Moi, ce qui me drive le matin, là, quand je me lève le matin, ce qui me drive, c'est de me dire que c'est moi qui amène l'ouvrage, puis que je nourris comme 7 familles, mes 7 employés. Je nourris ces familles-là, puis je m'arrange pour qu'il y ait du pain puis du beurre, puis qu'ils peuvent se permettre leurs affaires. Eux autres comptent sur moi pour avoir du travail, puis moi, je compte sur eux, comme on l'a dit tantôt, pour que le travail se fasse. C'est une roue qui tourne, mais moi, c'est ce qui me drive le matin. Je me lève le matin pour m'assurer, puis je recherche l'ouvrage, j'essaie d'amener l'ouvrage à la table. C'est ça qui me drive, c'est pas compliqué. Je me lève pour nourrir cette famille. Fait que pour moi, c'est un devoir. C'est un devoir, c'est comme ça que ma journée commence. Puis après ça, ben, viendra qui pourra. Tu es un très bon négociateur. Tu as essayé de me négocier avec comment on était pour faire ça. En fin de compte, j'ai gagné. Oui, t'es meilleur que moi. Si tu m'en vas au chantier, je vais te dealer ça. Là. En tant que négociateur, est-ce que tu as une stratégie avant d'arriver pour un client? Supposons que tu t'en vas, tu veux un contrat, il y a des soumissions, j'imagine. Tu n'arrives pas de même, puis c'est toi le meilleur. Là. Il y a toujours c'est ça, mais j'ai zéro stratégie. Tu arrives, puis tu te vends. C'est le moment présent. En fait, je me vends même pas. Tu sais, quand je te dis l'expérience, à un moment donné, ça prévaut sur tout. Fait que là, on parle des vraies choses. J'essaie pas de vendre un frigidaire là, que je connais pas. Là. C'est tout simplement, le client m'appelle, il y a un problème, Mato, il veut faire un agrandissement avec sa maison. Je m'en vais le rencontrer pour connaître ses besoins. C'est pas moi qui y apporte de quoi. C'est lui qui va m'apporter le bagage pour que moi, j'y apporte de quoi par la suite. Tu comprends? Fait que c'est être à l'écoute de ses clients au départ, sachant c'est quoi qu'ils veulent, à peu près savoir connaître le budget dans lequel ils s'en vont aussi, parce que, tu sais, on peut partir du plus petit au plus gros, puis on sait que les coûts sont faramineux sur la construction. Mais c'est d'être à l'écoute des besoins du client. Fait que ça peut être une stratégie, comme je te dis, là. On part, on va voir le client, on écoute ses besoins. Une fois que les besoins sont établis, on y amorce la soumission puis son aide le plus rapidement possible, naturellement. Et puis, on reste en communication avec lui, puis on essaye que ça signe, tout simplement. En rénovation de maison, là, qui n'est pas des gros chantiers, mais qui est une maison, c'est très personnel. Hein? Tout à fait. C'est très invasif. Très invasif. Ouais. Pourquoi que ça commence par la poignée de porte de la chambre de bain, puis à un moment donné, c'est plus une chambre de bain, c'est rendu la chambre de bain, le walk-in, la couleur. Les tankers. C'est quoi qui se passe là, dans la tête du monde quand on rentre pour dire on a juste, je te dis n'importe quoi encore une fois, 10 000 $. Mais là, tout d'un coup, c'est rendu à 300 000 parce qu'ils ont tout arraché à la cuisine. La chambre de bain est refaite. Il y a un walk-in, puis il y a 4 toilettes. C'est les tankers. C'est parce que le monde, ce qui arrive, c'est qu'ils sont extrêmement visuels, là, je pense. Fait que là, ils s'imaginent d'avoir, mettons, je sais pas, je dis ça dans une nouvelle cuisine. OK. Là, on fait la cuisine, puis quand on soumissionne, on s'arrête vraiment à savoir c'est quoi le besoin, puis on y va avec le budget, comme je t'expliquais tantôt. Fait qu'on refait la cuisine, mais pendant que ça avance, là, ils voient le développement en place. Oui. Là, ça mais là, tu sais, il y a quelque chose qui cloche, là. Mais ça, si j'allais là, si je faisais ça, il me semble que ça changerait, tu sais, l'éclairage rentrerait plus, ou le look du corridor sera pas le même. Fait que là, c'est tant qu'à être là, ben, finis la céramique jusque dans le fond du corridor, rouvre le mur là pour avoir de l'éclairage. Ah, puis finalement, on va mettre un plancher chauffant en dessous de la céramique. Puis, tu sais, c'est ça, les temps qu'à. Mais c'est jamais l'entrepreneur qui pousse dans cette direction-là. Là. On s'entend que nous autres, on a un échéancier à respecter. Mm-hmm. Quand on rentre, on s'attend à sortir 6 semaines plus tard parce qu'il y a un autre client qui attend. Qu'est-ce que tu fais? Ben, on met bouchée double, puis on fait le travail en conséquence. On peut pas dire non à un client. Là, tu comprends? Donc, on fait le travail, puis les temps qu'à, la plupart du temps, ça vient du client. Y a-t-il des fois qu'il faut que tu dises non?
Quand ça fait pas de sens. Non, mais quand c'est rendu sûr. trop gros, là, qu'ils sont rendus ça à la toiture. Non, on va réengager en conséquence. Puis, Okay. Non, il n'y a aucun problème avec C'est sûr qu'à un moment donné, si c'est des picotilles, puis qu'à un moment donné, ça devient juste plus lourd que celui-là, il va falloir mettre un break à quelque part. Je n'ai pas juste du temps pour vous cette année. Là, mais tu sais, je veux dire, tant que ça reste un projet viable, puis que le client est emballé, puis que ça fait son affaire, go. Mais ça arrive souvent, là, qu'est-ce que je viens de te dire. Les tankas arrivent, mais pas à la grandeur que tu l'exprimais, là. Tu sais, que 10 000 à 300 000, ça va être plus 10 000 à 13 000. Ça va être plus de 100 000 à 130 000, ou des affaires de même. On n'ira pas en vacances pendant 3 ans, ça arrive non, pas. c'est ça. On démolit tout. Non? Non, c'est pas arrivé encore, ça. Ah bon. Puis est-ce que tu trouves que les gens ont beaucoup d'idées de ce qu'ils veulent dans leur maison? Ou souvent, il faut que tu emmènes une équipe d'expertise d'extérieur comme un visionnaire pour, je sais pas, un décorateur intérieur. Est-ce que tu travailles avec des équipes? Parce que souvent, il y a présentement, je réfère certains designers chez certains clients. La plupart du temps, les clients ont déjà le designer avec eux autres, qui connaissent dans leurs environnements, dans leurs entourages. Mais là, ce qui s'en vient, c'est l'intelligence artificielle, là, qui est très, 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 très fort. Fait qu'on essaie de monter... c'est un projet embryonnaire encore. Là, on essaie de venir à ce niveau-là où on va présenter la soumission en réalité virtuelle au client. Oh. Donc, j'arrive chez vous, tu me dis, bon, je veux ça, je prends des photos de l'existant, puis je te transforme ça en réalité virtuelle directement sur un écran. Ça va être beaucoup plus facile à vendre. Présentement, il y a des grosses entreprises qui le font. Il y a des subventions gouvernementales, mais là, ça prend 100 employés et plus. Je pense qu'on va être capable de développer de quoi à l'interne qui va être beaucoup plus rentable, puis que ça va se faire prochainement. Effectivement, tout le monde va être avec ça. C'est comment ça va s'appeler? Est-ce que ça va être une autre division? Là, je peux pas aller plus loin que ça parce que c'est embryonnaire, Mia. Je suis désolé, je ne le sais même pas. Je ne saurais même pas quoi te répondre. Tu viens de nous l'annoncer, là? Là, je te l'annonce. T'es en train de te développer. Mon équipe est au courant. Par contre, c'est embryonnaire. On n'est pas rendu encore assez loin dans combien de temps? Je dirais, dans la prochaine année, ça pourrait être intéressant. Parce qu'on est rendu là. Il faudrait, sinon on va être dépassé. Comment tu fais pour rester sur ton X, justement, puis toujours être à la saveur du moment, sachant que l'intelligence artificielle arrive à grands pas, puis que c'est de plus en plus. Je pense que tout le monde est au courant de ça. Je veux dire, c'est de l'ignorer que de ne pas y penser, tout simplement. Mm-hmm. Puis l'ignorance, mais ça amène à rien. Là. Faire l'autruche en entreprise, c'est pas le même ça marche. Il faut être au courant du développement, il faut être au courant de sa compétition, il faut être au courant d'un million d'affaires. Et puis, je pense que cette vision-là risque d'apporter une meilleure conclusion des contrats avec les clients, parce que, je l'ai dit tantôt, le client est visuel. Ouais. Donc, quand il y a l'image exactement concrète, puis tu vois l'eau bouger de sa piscine en arrière, parce que tu es en réalité virtuelle, c'est assez impressionnant. OK, c'est ça que ça va avoir l'air, puis tu peux lui dire que oui, effectivement, à 100%. Fait que tu crois que l'intelligence artificielle va prendre. Va apporter énormément à la construction, c'est sûr. Ah, j'avais jamais pensé à ça. Faut que je trouve quelqu'un qui fait ça pour l'interviewer. Non, mais pense-y. Tu lui donneras mon numéro de téléphone aussi. Non, mais j'en ai plein de numéros de téléphone de gros designers. Bon, moi, je pensais que vous travailliez avec une équipe parce que les gens veulent vraiment, et je l'explique souvent ici à 760 Studios, aux médias où on est présentement, que les gens sont rendus qui n'ont plus le temps, puis ils veulent clé en main. Absolument. Moi, si tu me demandes de faire des montages non, aucun intérêt. Pas. Exact. j'ai pas le temps. Absolument. Parce que je veux grandir en tant qu'entrepreneur, puis j'ai toujours... Mais je pensais pas qu'en construction, c'était rendu là aussi, mais là, tu viens de... On n'est pas tous là. Ce que je veux dire, c'est que ça se développe dans les grosses entreprises, mais les plus petites vont y avoir accès bientôt. Fait que là, nous autres, il faut développer le marché pour être dans les premiers, naturellement. Ben, tu veux tout le temps. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Donc, c'est ce qu'on est on est en train de travailler là-dessus. Et puis, qu'est-ce que je pourrais dire supplémentaire? Là, présentement, les architectes et les designers sont des rendus 3D, là, qu'ils appellent. Là. Oui. Tu sais, je veux dire, c'est une image, puis tu peux avoir les 4 côtés de ta chambre pareil avec un bon rendu, avec un visuel qui est quand même assez frappant. Oui. Mais la réalité virtuelle est tout autre. Là, c'est une vidéo qui passe, puis que tu vois chaque raccoin de la maison en réalité virtuelle, puis tu vois le chat passer au travers. C'est assez impressionnant. Hey, j'aurais même plus besoin d'aller en moto. On pourrait me voir passer sur le tachereau. Tu te mets des lunettes, bang, la caméra part. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Comment tu crois, parce que tu as mentionné la compétition, est-ce que tu crois que c'est bien d'avoir une vision, puis de réaliser que oui, on a de la compétition, puis c'est même sain mentalement d'avoir de la compétition. C'est extrêmement sain d'avoir de la compétition.
Pour une simple et unique raison. La compétition saine, naturellement. Parce Ben que ouais, là, ben c'est ouais, du ouais, comparable à du comparable. ouais, Si ouais. on parle d'un peddler avec Ouais. GPK, on s'entend que je ne suis pas dans le même champ que lui. Là. Je ne suis pas dans le même champ Absolument. d'expertise. C'est sain d'avoir la compétition pour la simple et unique raison que quand le client fait faire 3 soumissions, mettons, puis tu sais, si tu en fais une, puis tu arrives à 250 000, puis tu dis c'est cher, c'est astronomique, puis tu arrives avec 3 soumissions égales, un à 245, l'autre à 255, puis l'autre à 250, c'est du réaliste. Là. Oui. On s'entend. Fait que là, ça concrétise le fait que c'était ça le prix. C'est ça le coût réel, dans le fond. Fait que moi, la compétition, je m'en sers à cet escient-là. En fait, on n'arrive pas tout le temps les premiers, on n'arrive pas tout le temps les derniers, mais on se compétitionne tous à valeur égale. Je suis estimateur senior dans la vie aussi, donc mes estimations, d'habitude, sont justes. Je suis souvent plus cher parce que je vois plus de choses qu'il y a à faire au travers que le petit jeune qui vient de commencer en affaires, qui, lui, va dire « ça va être un extra, ça va être un extra, ça va être un extra ». Je suis à moins de 3% d'extra sur mes projets. Ce qui est énorme, en fait. La vision est bonne et juste, puis quand on entreprend les travaux avec nous autres, ça va bien. J'ai une question qui n'a pas été posée en pré-interview, mais moi, c'est mon rêve. Puis toi, vu que tu réalises les rêves des gens dans leur maison, moi, j'ai toujours voulu, et ça se fait beaucoup aux États-Unis, et on est presque arrivé au rêve, mais là, un petit problème en 2025, il y a quelqu'un qui contrôle les États-Unis, on n'ira pas là, bien, on y retournera pas tout de suite. Pourquoi qu'au Québec, on n'a pas des maisons dans des containers? Moi, je trouve ça tellement beau. Oh, c'est une petite maison bébé. Tu sais, quand tu es rendu à un certain âge, as-tu besoin de 4 portes de garage puis 22 chambres? Il n'y a personne qui vient. On ne veut pas te voir. On n'en veut pas de piscine. Viens puis repars, s'il vous plaît. C'est-tu meilleur? Je pense que je pourrais répondre parce que j'y ai déjà pensé. J'ai déjà pensé faire de la maison container. Toi puis moi, c'est sûr, on en veut. C'est venu sur les réseaux sociaux, on a regardé ça, c'était la grosse coqueluche. Le problème qu'on a présentement, c'est que c'est la main-d'œuvre au Québec qui est extrêmement dispendieuse parce que le gouvernement mange la moitié de l'argent. Donc, ce qui arrive, c'est que construire le container que Amazon vont te vendre pour 20 000 $ en ligne livré à la maison dans 6 semaines, ben nous autres, ça va t'en coûter 60. Tu comprends? Mais il faut faire l'intérieur. Il n'y a pas de créneau, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de... Moi, tant qu'à moi, là, la tiny house qui présentement fonctionne, présentement au Québec, c'est un excellent créneau pour ceux qui ont les petits budgets. On a de la compétence au Québec au niveau des tiny house. Là. C'est énorme. Là. C'est énorme. Puis ils ont parti un maudit beau créneau. Puis ça, regarde, allez-y. Il y en a partout dans l'Estrie. Il y en a, oui, mais il n'y en a pas au centre-ville. Non, au centre-ville, effectivement, là, on est contingenté en termes d'espace. Puis les terrains coûtent une fortune. Fait que la personne qui veut une tiny house parce qu'elle coûte 60 000 $ sur un terrain d'1 demi-million, ça fait pas de sens. On s'entend? Comment j'ai réussi à gagner mon mari? Non. Avec mon idée de... Premièrement, elle me regardait parce que lui, il vient d'un village. Fait que là, Je voudrais y retourner, lui. Lui, il est complètement... Non, il vient d'ici. OK. C'est moi qui ai exporté. Okay. Et il me regarde puis il me dit, mais voyons, un container. Fait que j'ai imaginé. Mm-hmm. Tu sais, c'est un gars qui fait beaucoup de motos, qui bâtit des motos, qui est machiniste, puis il travaille avec ses mains, fait qu'il est très artiste. Oui. Et j'en ai la preuve, j'ai un Harley fait custom, de bord en bord. C'est lui qui l'a fait. J'ai un devant d'affalage puis un derrière de 3 roues. Fait que c'est expertise, mon affaire. J'ai dit, on va te mettre en bas un gros container, mon amour, avec toute la fenêtre qui va être sur l'eau. Ah oui, c'est super. Puis en haut, je vais mettre un autre container contraire qui va être notre maison qu'on rentre par le bas. Exact. J'ai vendu l'idée. Ah oui, absolument. Maintenant, il faut trouver la place. Aussitôt que tu as le terrain, on t'achète ton container pour te le construire. Mais je ne veux pas aller loin. Je voudrais aller comme au centre-ville. Oh, ben là, c'est Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Comment t'as aimé ça? Ça passe bien. OK. Mais j'ai encore 2 questions. Je suis toujours hors de ma zone de confort, par contre. 2 questions. Oui. Puis après, je te lâche. Je te promets. Vas-y. Dans 5 ans, professionnellement, tu es où? Moi, je te dirais exactement ce que je suis présentement. C'est-à-dire avec des employés, une entreprise qui fonctionne, puis... Kelly. Kelly, ça, naturellement. Sinon, on va aller rechercher une 3e fois. C'est ça. Ça commence à être redondant. Ouais, au niveau familial, non. Toute la famille est là, la famille va bien, puis effectivement, ma femme qui est à côté de moi. La dernière question. Oui. Si je te pose 3 mots, tu les mets dans ton ordre, pas dans celui que je te dis. Pour réussir, est-ce que tu crois que c'est le passion, succès, argent? Dans quel ordre que tu le mettrais, Yannick? Ah, la passion, c'est la priorité, ça, c'est sûr, certain.
Je dirais argent par la suite, parce que sans argent, tu ne vas pas nulle part. Puis le succès, ben, c'est vu par les autres. Par moi-même, ça n'a pas d'importance. Yannick, je te remercie 100 millions de Merci, fois Mia, de m'avoir invité. d'avoir sauté et pris l'occasion de venir à Behind the Social Label à 760 Médias. Puis on va t'entendre aussi sur CKVL FM. J'aurai l'honneur d'avoir un autre interview à la radio en direct cet été qui va me parler à un autre volet de ta vie. Ouais. Complètement ailleurs. Je te remercie. Dis bonjour à ta femme, à toute ton équipe. Et merci d'être venu et de t'avoir ouvert derrière mon micro. Merci à vous autres. Merci. Bonne journée.